Fidélité à la TFM avec nous ce soir, Monsieur Eliman Diouf. Bonsoir. Bonsoir Chérif, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Avec vous, on va parler de la crise sociale qui se profile. Vous avez participé au grand rassemblement des forces syndicales vendredi. Les organisations syndicales déposeront un préavis de grève dans les jours à venir si il n'y a pas d'amélioration, a dit Modi Guiro à la tribune. Dans le même temps, le gouvernement demande du temps, donc de patienter, le temps de l'ajustement. Va-t-on vers une crise sociale sans précédent au Sénégal ? Mais écoutez, Chérif, tout dépendra de ce que le gouvernement mettra sur la table, parce que nous avons suffisamment alerté. Comme je l'ai rappelé dans beaucoup de mes interviews, à l'arrivée du président Diomaye, il a rencontré les secrétaires généraux des centrales syndicales la veille du 1er mai, déjà. Et ces rencontres de prise de contact avaient balisé le terrain en disant « Nous sommes en train de nous installer, laissez-nous le temps de nous installer, de savoir ce qui se passe dans le pays et puis nous allons... » Le Premier ministre va vous recevoir pour voir quelles sont les orientations sur lesquelles les négociations vont être faites et comment nous devons évaluer ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait dans le monde du travail. Et jusqu'à présent, donc, ces rencontres n'ont pas eu lieu. Et paradoxalement, maintenant, c'est des attaques contre les acquis du travail, c'est des licenciements à l'appel. C'est ce qui vous a poussé à réagir, la nouvelle donne. Mais regarde le rassemblement, combien de collectifs de travailleurs licenciés sont là-bas, combien de secteurs qui ont déposé des préavis, le SAMES, la Fédération de la Santé, le SAMES l'enseignement supérieur, énorme, le secteur primaire. Autant de travailleurs se sont regroupés déjà avec leur plateforme, ont essayé de discuter avec leur patron, ils n'ont pas trouvé de solution. Et c'est ça qui fait que, en faisant le point de l'ensemble de ces préoccupations, les centrales syndicales se sont dit il faut qu'on organise ces travailleurs, il faut qu'on les accompagne. Il faudrait également que nous prenions nos responsabilités par rapport à cette situation qui risque de dégénérer. Alors, vous avez écrit à la tutelle qui vous a répondu avec le tableau de suivi de la plateforme revendicative minimale de la CCCSS. Le Premier ministre va également vous rencontrer, donc prochainement. Où se situe l'urgence? Pourquoi aujourd'hui vous vous signalez fortement aujourd'hui? Mais écoutez, le ministre nous a reçus il n'y a pas longtemps. Oui. Donc le dialogue n'est pas rompu. Avant, il n'y avait même pas. Non, il n'y a pas encore de dialogue. Il y avait juste une prise de contact. Oui, mais nous avons posé les grands points. Oui. Et ces grands points ont été soulevés depuis longtemps. Et il n'y a pas eu de réponse concrète. Oui. La proposition que le Premier ministre doit nous recevoir pour lancer le dialogue d'une manière générale. Oui, il va rencontrer les partenaires sociaux. Voilà, c'est une messe pour permettre de lancer les discussions globalement. Oui. Mais quant aux points spécifiques, dans l'ensemble des points soulevés, les revendications des différents secteurs qui sont posés, il n'y a pas de réponse. Mais est-ce que ces revendications, et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, peuvent avoir des solutions tenant compte de la situation financière du pays que vous n'ignorez pas? Non mais, Chérif, il n'y a aucune revendication qui peut ne pas être discutée et trouver des solutions. Maintenant, des solutions peuvent être dans l'immédiat, des solutions peuvent être dans le moyen long terme, mais l'important, c'est que les gens discutent et trouvent des solutions par rapport aux préoccupations. Si nous parlons du coût de la vie, la baisse des services de consommation courante, si nous parlons de la baisse de la fiscalité, si nous parlons d'énormément d'accompagnements qui doivent aller dans le sens d'accompagner ces populations dans la période où nous allons déjà dans le mois de Ramadan, où il y a une raréfaction même de certains produits. Nous risquons d'aller encore vers un surenchèrement une surenchère sur les produits de consommation courante. Le gouvernement devrait, à ce niveau,
discuter. Le ministre du Commerce, par exemple, aurait dû appeler les associations de consommateurs, les syndicats, pour voir quelles sont les Donc ce que vous demandez, c'est l'ouverture d'un vrai dialogue social. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué sur une situation où du tout ou rien. Non, non. Au Sénégal, nous sommes, en tout cas, toujours ouverts à dialoguer. Nous avons toujours trouvé des solutions. Oui. Et donc, c'est ça l'appel que nous lançons. Oui. C'est que les gouvernants, les ministères de tutelle puissent répondre aux préoccupations des différents acteurs. Mais quand le secrétaire général du gouvernement a dit, par exemple, chez Omar Ning à la chaîne nationale, que l'État, c'est presque un État qui ne peut pas avancer davantage dans ses ambitions. C'est dire aujourd'hui la situation critique. Il est allé jusqu'à utiliser le terme d'ajustement, donc les difficultés financières sont là. Est-ce que vous pouvez aller vers un moratoire sur les revendications, comme il l'a suggéré? Nous ne pouvons pas, sur des dires comme ça, aller vers un moratoire. Nous attendons de s'asseoir avec lui sur les points de revendication et les arguments qu'ils ont sur la table. Oui. Aujourd'hui, quand nous écoutons l'analyse sur le rapport de la Cour des comptes, c'est le seul argument c'est le seul argument qu'ils vont vous mettre sur la table, vous le savez. Même ce rapport, voilà. Même dans le déficit rapport budgétaire à 12% et le taux d'endettement qui est presque à 100%. C'est le seul argument qui va vous donner. Le ministre des Finances a dit à la fin, que nous pouvons réduire le déficit. Nous avons... il y a des réformes qui seront lancées. Oui, mais... Oui. Donc, mais ça, c'est pas dans l'immédiat. Il n'y a pas à s'alarmer comme ils le disent. Il n'y a pas à s'alarmer. Aujourd'hui, le gouvernement parle de réajustement. Oui. Mais les réajustements auraient dû commencer depuis longtemps. On aurait dû faire un rebasing de l'ensemble des agences que le gouvernement a trouvées. Oui. En supprimer le maximum. Oui. C'est annoncé aussi. Mais ça aurait dû être fait avant. Parce que si vous le faites aujourd'hui, combien de nouveaux directeurs ont été nommés? Combien de nouveaux PCA ont été nommés dans ces agences? Le budget de la présidence, le budget du ministère de la primature, le budget de l'Assemblée nationale, tout ça, ils avaient dit que on peut. Il y a eu des suppressions quand même des institutions HCCT et le Conseil économique, social et environnemental. Ça aurait dû être communément mis en place, mis ensemble, ça aurait aidé à faire face à ces demandes des populations, mais à ces demandes des travailleurs. Oui. Parce que si vous prenez ce qui se passe dans le secteur de la santé, ce qui se passe dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'enseignement supérieur, mais c'est ahurissant. Vous avez des doctorants qui sont payés à être des vacataires et ils n'ont même pas à la fin de l'année 400 000 francs. Ils enseignent dans nos universités. Oui. C'est des questions qu'il faut prendre en charge. Oui. Mais quand le nouveau régime, enfin l'État du Sénégal dit avoir hérité d'une situation très difficile où il n'y a plus de marge de manœuvre budgétaire, est-ce que pour vous cet argument ne suffit pas face à vos difficultés? Pour nous, un argument, il est basé sur un diagnostic. Oui. Le diagnostic là, nous ne l'avons pas. Le rapport de la Cour des comptes, c'est le rapport de la Cour des comptes, de part et d'autre, certains se défendent. Ça se discute chez les politiques, effectivement. Ouais. Nous voulons du concret. C'est-à-dire que par rapport à cela, qu'est-ce qu'ils mettent sur la table? Oui. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, si on les rencontre, qu'ils nous donnent des gages, qu'ils nous donnent des éléments qui puissent convaincre les travailleurs, ok. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de... On ne peut pas dialoguer par presse interposée ou par des déclarations de presse. Non. Mais quand le gouvernement dit toujours qu'il faut que les revendications syndicales reviennent à des proportions que l'on peut comprendre, est-ce que vous n'exagérez pas après avoir, c'est vrai, eu à discuter avec l'ancien régime jusqu'à avoir des acquis, mais la situation a changé. Est-ce que vous ne pouvez pas, par patriotisme économique, aujourd'hui, comprendre cette nouvelle donne que traverse le pays? Il ne faut pas nous amener un patriotisme. Nous avons été des patriotes bien depuis longtemps. Oui. Les discussions avec le gouvernement passé ont été faites avec des discussions très difficiles, des moments difficiles également, comme ils le disent là. Donc,
Je pense que nous avons dû laisser le gouvernement. C'était pas pareil quand même, hein? Le déficit budgétaire n'était pas à 12%. Oui, mais chaque époque a ses difficultés. Je pense que dans la période actuelle, la question de prendre en charge les préoccupations des populations et des travailleurs se posera et continuera à se poser. Il suffit de poser des actes, de discuter pour trouver des solutions. Nous ne rejetons pas des arguments de la situation économique. Mais cette situation économique appelle d'abord de la partie qui est en face de nous de faire des efforts, de réduire son train de vie, de faire des efforts pour argumenter par rapport à chaque cas qui se pose. Face à un État aussi qui se cherche aussi, hein. Vous parlez de la baisse de la fiscalité, là où l'État veut limiter les exonérations fiscales. L'État veut également supprimer les subventions non ciblées. Donc l'État cherche à avoir de la marge budgétaire. Donc la situation est difficile. Est-ce que vous, de votre côté, si vous continuez à mettre la pression, on ne va pas inévitablement vers cette crise qui risque tout simplement de bloquer le pays et d'aggraver donc la situation, et ce sont les Sénégalais qui vont en pâtir. Nous pensons que cibler des subventions, cibler des exonérations qu'ils n'ont pas peut-être droit de citer, ok, mais baisser certaines exonérations, par exemple sur l'électricité, ça posera problème. Là où tout le monde attend à ce que le gain du pétrole et du gaz permette d'aller vers une baisse du coût de l'électricité, il est impensable de faire en sorte que ces prix-là renchérissent. C'est pas possible. Donc, quelle que soit ils vont supprimer les subventions non ciblées. Hein. Voilà. Ça ne va pas toucher les Sénégalais les plus vulnérables. Voilà. C'est important de le préciser. Donc, ce n'est pas un argument qui empêche de faire en sorte qu'on ait une baisse quand même sur les produits de consommation courante. Comme quoi, par exemple? Mais l'électricité, par exemple. Oui. Il était annoncé depuis des années que nous allons avoir une baisse sur le coût de l'électricité. Oui. Nous souhaitons que ça aille vite pour que ça baisse. La mise en place du tout gaz et tout power. Gaz to power. Oui, c'est des actions comme ça qu'il faut diligenter pour permettre au moins de faire souffler les populations. Oui. La baisse des denrées de consommation courante, c'est votre revendication principale? Mais la baisse des denrées de consommation courante, il y a un jet qui a été fait, qui a été happé. Absolument. Parce que la mise en œuvre, le suivi, etc., n'a pas permis de faire un suivi. Ça fait partie des points de revendication des travailleurs, de manière générale. Et quoi d'autre, par exemple? Mais quoi d'autre? Nous avons posé la question de prendre en charge les préoccupations, par exemple, du secteur de la santé, prendre en charge le recrutement suffisant de médecins. C'est revenu sur toutes les plateformes des syndicats de la santé. La question des décisionnaires qui commence à être bien regardé par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Fonction publique, il est attendu que ce décret puisse permettre à ces fonctionnaires-là d'être reconnus comme tels et de pouvoir bénéficier d'une retraite comme leurs congénères. Mais est-ce que vous ne faites pas quand même dans le corporatisme, là où tous les Sénégalais sont appelés Non, c'est pas du corporatisme. Moi, ce que je dis là, c'est tout le monde. Ça ne concerne pas... Moi, je là, vous venez de parler des médecins. La santé, l'éducation. Vous avez également le transport. Vous avez également tout ce qui rentre dans le cadre de réduire le coût de la vie des populations. Vous avez parlé des collectifs également qui sont venus au rassemblement. L'emploi, il y a beaucoup, on le voit dans nos différentes éditions, des plans sociaux. Mais est-ce qu'ils sont évitable, franchement, dans le contexte actuel? Chérif, dans le contexte actuel ou avant, nous aurions compris que le gouvernement nous fasse un diagnostic secteur par secteur ou département ministériel par département. Nous disent, voilà, nous avons trouvé un personnel qui a été recruté dont le service-là n'a pas besoin. Ou bien il y a des gens qui ont été recrutés sur la base, je ne sais pas quoi. Ah ça, ils l'ont dit, hein. Il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas nationales, où il y a eu un trop-plein de personnel.
là où, par exemple, il a cité par exemple Air Sénégal, alors qu'on devait avoir 400, actuellement ils sont retrouvés à 900. On peut citer également le cas de SN La Poste, on connaît tous les difficultés, mais parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'employés que de besoins. Oui, mais il ne faudrait pas que les travailleurs payent les erreurs de gestion politique. Dans la Poste, par exemple, les travailleurs et les différents tutelles ont travaillé sur un programme de redressement de la Poste. Où certains même sont d'accord pour anticiper leur départ à la retraite pour réduire le nombre d'agents. Absolument. Au niveau de Air Sénégal dont tu parles. Mais Air Sénégal, si tu analyses, plus de 60% des personnels, c'est des prestataires c'est des prestataires et les stagiaires. Bon, ils disent qu'à la fin de leur contrat, ils vont arrêter ça. Les contrats à durée déterminée. Mais là où c'est... Il n'y aura pas de licenciement des CDI. Non, pour le moment. Mais là où ça fait mal, c'est quand tu viens licencier sans raison des CDI. Et ça nécessite un regard, parce que la législation du Sénégal ne permet à aucun gouvernement ni à aucune entreprise de licencier des CDI sans au préalable poser le débat sur la table. Donc je pense que globalement, un diagnostic global aurait permis de discuter avec les différents syndicats, avec les différentes centrales, pour voir où est-ce que les travailleurs là qui ont des CDI peuvent être redéployés dans la fonction publique. La fonction publique peut quand même... C'est des jeunes, Les jeunes, les 44 jeunes du ministère des Mines, mais c'est des jeunes diplômés. Ils peuvent être redéployés quelque part. La rencontre, des solutions qui pouvaient être, s'ils avaient anticipé, s'ils avaient fait un diagnostic, s'ils avaient fait dans la prévention, on aurait pu discuter et trouver des solutions au lieu de licencier. Qu'est-ce que vous attendez de la rencontre prochaine avec le Premier ministre Ousmane Sonko? Mais des réponses par rapport à notre plateforme, des réponses par rapport à quel type de dialogue nous devons avoir pour restaurer les discussions, restaurer la paix sociale dans les différents secteurs d'activité. C'est ce que nous attendons. Sans quoi on va vers une crise mais la crise sociale dépendra vraiment de l'ouverture. Nous restons ouverts. Nous n'avons pas dit que nous allons bloquer un pays, non. Nous avons dit qu'il faut qu'on discute. Le pays est suffisamment bloqué sur le plan économique. Jusqu'à présent, ce n'est pas la faute des travailleurs. S'il est bloqué, c'est la faute des politiques. Ça, au moins, il faut le reconnaître. Si c'est bloqué, c'est à les erreurs des politiques que nous payons. Bloqué dans le sens où on sent une crise qui arrive et qu'il n'y a pas de dépenses d'investissement. Et ça, pour un pays normal, c'est problématique. Mais tout ça, peut-être c'est dans le casting que ça a été fait. Ça veut dire quoi? Pas? Et pourquoi? Quelles que soient les difficultés que nous avons, nous devions trouver des moyens avec les différents partenaires pour faire continuer la machine. Des décisions ont été prises, peut-être des décisions malheureuses ou des décisions sous le coup du souverainisme. Comme quoi, par exemple? Quelle décision qui vous vient à l'idée? Regarde, par exemple, le licenciement des travailleurs des forces françaises. Nous partageons. Alors, il y a 162... nous partageons que le pouvoir veuille... employés qui sont menacés de mais ces licenciement. Employés-là, il faut trouver un moyen de le trouver là où les mettre. Un plan de réinsertion professionnelle devrait être reprise par les forces sénégalaises. Tout à fait. Pourquoi ne pas? Si c'est des bases, pourquoi ne pas mettre d'abord un plan de reprise des forces sénégalaises et de ces 160 travailleurs et ne pas accepter qu'on les licencie comme ça? Aucune discussion n'a eu lieu. Pour le moment. Mais de toute façon, ils sont en train de mettre en œuvre un processus de licenciement. Les forces françaises ont dit d'ici juillet. D'ici juillet, tout à fait. Mais d'ici là, il faudrait que l'État nous dise comment faire. Le sort de ces 162... Donc, c'est ça la de ces 162 familles. On prend des décisions, on n'anticipe pas sur les solutions à apporter par rapport aux conséquences. Très bien. Merci beaucoup, Elimane Diouf. Mais merci, Chérif. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.